Très bien, maintenant une question de Max Giarc. Quel avantage ou inconvénient la principauté de Monaco tire-t-elle de l'Union européenne? Ah, les questions précises ce soir. Alors, quel avantage et inconvénient la principauté de Monaco tire-t-elle de l'Union européenne? Alors, d'abord, la principauté de Monaco, mais là, c'est vraiment question pour un champion, hein. De ce que je crois savoir, enfin, j'en suis sûr, la principauté de Monaco, comme les micro-États d'Europe, qui sont, j'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais de Monaco, de Saint-Marin, la République de San Marino, la principauté de Liechtenstein, entre la Suisse et l'Autriche, la principauté d'Andorre, entre la France et l'Espagne, je ne sais pas si j'en oublie, eh bien, ces micro-États d'Europe de l'Ouest ne sont pas, le Vatican, la cité du Vatican, la cité sainte du Vatican, ne sont pas, ce sont tous des États, ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc déjà, ils ne participent pas, ils n'ont pas de commissaire européen, ils n'ont pas de député européen, ils ne participent en rien, il n'y a pas de fonctionnaires européens qui sont à la Commission européenne. Donc ils ne participent en rien aux décisions qui sont prises. En revanche, pour des raisons que l'on comprend, à peu près pratiques, que l'on peut comprendre, ces micro-États sont en fait victimes ou sujettes ou sont obligés d'appliquer les décisions qui sont prises par l'Union européenne. Par exemple, la circulation de la monnaie. Donc la France et l'Espagne étant dans l'euro, en Andorre, c'est l'euro qui circule. Pareil à Monaco. À Monaco, c'est l'euro qui circule. Pareil au Vatican. Pareil, je crois, dans la République de Saint-Marin. Mais là, on me pose vraiment des questions très précises. Mais heureusement que j'ai l'esprit précis, mais je dis peut-être une sottise. Mais je crois savoir que le Liechtenstein, en revanche, lui, n'utilise pas l'euro, mais utilise le franc suisse, il me semble. Il me semble qu'il n'utilise pas l'euro. C'est à vérifier. Par ailleurs, dans tous ces États, il y a la libre circulation des personnes. Il suffit d'aller, quand vous allez à Beau-Soleil, qui est la commune française qui domine Monaco, il suffit de traverser une rue, vous êtes à Monaco, c'est évident qu'il y a la libre circulation des personnes, pareil quand vous êtes au Vatican. Donc de ce point de vue, effectivement, ces micro-États bénéficient, ou si on peut dire, ou sont obligés d'appliquer des grandes décisions à la prise de décision desquelles ils ne participent même pas. C'est encore pire que la France, si j'ose dire, puisque là, en France, on peut dire on a un commissaire sur 28, on a 74 députés européens, on a des fonctionnaires dans le processus de décision, mais eux n'ont rien du tout. Alors, en revanche, il faut quand même dire, à contrario, que comme ce sont des États qui, en général, vivent souvent, pas toujours, mais soit d'un atout historique ou touristique considérable. C'est le cas du Liechtenstein, c'est le cas de Saint-Marin, c'est le cas du Vatican, c'est le cas de Monaco, et c'est d'ailleurs le cas d'Andorre. Donc ce sont des particularités touristiques, historiques, connues. Deuxièmement, ce sont des pays où il y a souvent des droits de douane inférieurs, c'est notamment le cas de Andorre par exemple, où il y a effectivement des prix, des tarifs très, très inférieurs. Il bénéficie de flux touristiques et également de la libre circulation des marchandises pour vendre, par exemple, tout le monde sait bien qu'à Andorre, le prix des cartouches de cigarettes est très inférieur à ce que l'on trouve en France métropolitaine. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que globalement, ils ne sont pas plus malheureux que les autres puisqu'ils bénéficient de ces petites niches. C'est d'ailleurs intéressant de noter, je l'ai souvent dit, mais j'en profite pour le souligner, que contrairement à une idée reçue, ça n'est pas parce qu'un État est de plus en plus grand que les gens sont de plus en plus riches à l'intérieur. C'est pas vrai. Il y a des États géants comme la Chine, même si la Chine c'est en plein développement, il y a encore des zones en Chine où il y a une très grande misère. L'Inde, n'en parlons pas. Et je ne parle pas de l'Indonésie, où je parlais tout à l'heure du Nigeria, ou de ces pays où il y a quand même une très grande misère, avec 120 ou 130 millions d'habitants au Nigeria. Alors qu'en revanche, des États où il y a quelques centaines, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'habitants, souvent se portent très bien. Donc, ça me permet au passage de tordre le cou à cette idée reçue qui voudrait que plus un État, qu'il faudrait absolument fusionner en État pour être plus grand, pour être plus riche. Non, c'est pas vrai. C'est l'expérience historique montre que c'est plutôt le contraire. Les États les plus petits sont souvent plus riches. Vous pouvez prendre aussi l'exemple, par exemple, de Singapour, de la région administrative spéciale de Hong Kong, etc., etc.